Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes. Le but de la vidéo va être très simple, c'est d'appliquer le théorème de Gauss, mais cette fois-ci pour les nombres premiers. Donc juste là, dans le cadre de cet exercice. Donc je laisse mettre la vidéo en pause afin de le réaliser. Et ensuite, nous allons tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. C'est parti. Donc, on a un nombre P qui est premier supérieur à 5. Le but c'est de montrer que P carré moins 1 est divisible par 24. Bon, super, on balance ça comme ça, normal. Donc bon, première chose, première information que j'ai, c'est que P c'est un nombre premier et il est supérieur ou égal à 5. Donc déjà, première chose que je vais pouvoir me débrouiller à dire, c'est que tout simplement, P, quand vous avez divisé P par 3, quand vous avez divisé P par 24, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, ça c'est une première réflexe qu'on pourrait dire, mais sauf que ça va être laborieux de faire comme ça, ok? Donc là, on ne peut pas montrer déjà de front que c'est divisible par 24. En revanche, 24, je peux le décomposer je peux le décomposer avec deux nombres, notamment 3 et 8. Et 3 et 8, il se trouve qu'ils sont premiers entre eux. Donc c'est ça que je vais faire. Je vais tout simplement déjà montrer la divisibilité de ce nombre par 3. Je vais essayer de montrer la divisibilité de ce nombre par 8, ok? Qui ne sera pas forcément évident, mais on va essayer. Et une fois que j'aurai montré ces deux divisibilités-là, par 3 et par 8, comme 3 et 8 sont premiers entre eux, automatiquement d'après le corollaire du théorème de Gauss appliqué au nombre premier, je vais donc pouvoir dire que le produit 3 fois 8, c'est-à-dire 24, va diviser P carré moins 1. Ok. Donc tout d'abord, montrons la divisibilité. Donc première étape, donc ça va être la plus simple, montrons que P carré moins 1 est divisible par 3. Donc là, les restes possibles d'une division inclusive par 3, on a deux cas. Du coup, on a 1 et on a 2, ok, puisque P c'est un nombre premier, et j'ai pas 150 millions de solutions, j'ai soit 1 ou soit 2 comme reste, ok. Le premier cas, P, il est congru à 1 modulo 3, ce qui implique donc que P carré congru à 1 au carré, c'est-à-dire 1 modulo 3, et donc je retire 1, ça fait P carré moins 1 congru à 0 modulo 3. Ok. Deuxième solution, j'ai P donc qui est congru à, cette fois-ci, on a dit, ça serait 2 modulo 3. Ce qui implique que P carré, donc ça est congru à 4 modulo 3, mais 4 lui-même est compris à 1 modulo 3. Donc ça est compris à 1 modulo 3 aussi. Et donc ça implique que P carré moins 1, c'est congru à 0 modulo 3. Conclusion, 3 va diviser P carré moins 1 pour tout P premier. Et donc pour tout nombre P premier est supérieur à 5, donc on a 3 qui divise 3P, qui divise P carré moins 1. Ok. Ça c'est la première étape. Donc on a montré que P carré moins 1 est divisible par 3. Maintenant, deuxième étape, elle n'est pas évidente. C'est montrer que on a la chose suivante. Donc que P carré moins 1 est divisible par 8. Comment je fais pour montrer que ce nombre-là est divisible par 8? Alors déjà, première étape, comme P c'est un nombre premier, forcément, dans la division par 8, je ne vais pas avoir un résultat qui... Déjà, ça sera tous les impairs, ok? J'aurai droit... Les restes, ça sera que des impairs, parce qu'au-delà de 5, en fait, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que les nombres premiers, ils sont impairs, ok? Ils sont impairs, c'est en général, ils ne seront pas des multiples de 2, ok? Puisque tout nombre comme 4, 6, 8, etc., c'est des multiples de 2, et au-delà de 2, en fait, tous les nombres qui sont multiples de 2 ne sont pas premiers. Ok, donc comme tous les nombres au-delà de 2 ne sont pas multiples de 2, enfin ne sont pas des nombres premiers, on va pouvoir éliminer des possibilités. Donc ça nous laisse comme possibilité tous les nombres qui sont non premiers, comme reste possible d'une division par 8. Ainsi donc je vais avoir le cas où le reste est égal à 1, le cas où le reste est égal à 3, le cas où le reste est égal à 5, le cas où le reste est égal à 7. Ok, donc on va utiliser ces trois cas-là. On va avoir le choix. Ces quatre cas plutôt. Donc on va déjà préciser. Or, P premier est supérieur à 5. Donc comme P premier est supérieur à 5, alors P est impair.
P est impair, donc ça veut dire que je vais avoir des restes impairs quand je vais diviser par 8. Ok, puisque 8 c'est pair. Donc quand on divise par 8 un nombre impair, j'ai forcément un reste pair, automatiquement. Ok. Donc ainsi, alors P est impair, et donc P sera congru à I modulo 8, où I est impair. Ok, et impair, et I donc compris dans l'intervalle suivant. Donc compris dans l'intervalle 1, 7. Ok, je ne prends pas 0, je prends pas 8 non plus, ça ne fonctionnera pas pour P. Donc premier cas, P congru à 1 modulo 8. Bon bah P congru à 1 modulo 8, ça donne dire que P carré c'est aussi congru à 1 modulo 8. Ok, j'ai tout au carré, ça me laisse la même implication. Ensuite donc j'ai P carré moins 1 qui sera donc congru à 1 moins 1, c'est-à-dire 0 modulo 8. Ok. Deuxième cas, le cas où P est congru à 3 modulo 8. Bah, le carré du coup, P carré, il va être congru à 9 modulo 8, c'est-à-dire également 1 modulo 8. Donc j'ai P carré moins 1 qui sera donc congru à 0 modulo 8. Troisième cas de figure, je peux tomber sur le cas où le reste est égal à 5. Donc j'aurai P congru à 5 modulo 8. J'élève au carré, j'ai donc P carré qui va être congru à 25 modulo 8. Mais 25, c'est tout simplement 8 fois 3 plus 1. Donc le reste, ça sera 1. Donc j'aurai P carré congru à 1 modulo 8. Ce qui signifie P carré moins 1 congru à 0 modulo 8. Et enfin, dernier cas de figure, P congru à 7 modulo 8. Bah, ça signifie que j'ai P carré qui sera congru à 49 modulo 8. Mais 49, bah, si j'enlève 1, il se trouve que je tombe sur 48, qui est un multiple de 8, ok, puisque 8 fois 6, 48. Donc en fait, P carré, j'aurai aussi P carré congru à 1 modulo 8. Et après, bah, vous connaissez la fin, ça fait P carré moins 1 congru à 0 modulo 8. Donc là, vous voyez, on a bien détaillé chaque cas, ok. Faites gaffe aussi en arithmétique, il faut bien penser à faire toutes les disjonctions de cas, ok. C'est vrai qu'au baccalauréat, j'ai entendu dire, mais après, c'est pas forcément vrai, il ne faut pas toujours écouter ce que vous entendez, mais j'ai entendu dire qu'apparemment, bon, si vous oubliez d'étudier certains cas, ou bien de mal faire que vous faites certaines disjonctions de cas, que vous passez à l'as, ça peut passer. Bon, évitez de le faire, bien évidemment. Moi, je vous conseille de toujours bien faire vos disjonctions de cas, même en spécialité. Parfois, vous aurez des modèles en spécialité. Je pense notamment à l'exercice type là, sur les biologistes, là, où à un moment donné, vous savez, le théorème du point fixe, vous faites votre équation, vous trouvez deux solutions. Il y en a une qui est complètement hors modèle, et il y en a une qui est dans le modèle. Et bah, il faut bien étudier les deux situations. La première situation, si x égale la valeur 1, est-ce que ça peut convenir au modèle? Vous dites oui, non. Si vous dites oui, vous expliquez pourquoi. Si vous dites non, il faut expliquer pourquoi. Et après, en général, même partie de la proposition qui ne marchera pas. Et vous expliquez vraiment pourquoi elle ne marche pas. Et après, vous démontrez que la proposition peut convenir. Souvent, c'est plus simple de faire comme ça. Même en physique-chimie, d'ailleurs, pareil, pour ceux qui m'écoutent, qui font physique-chimie et qui sont en maths experte, parfois, on va vous proposer de montrer que des formules sont vraies. Et souvent, partez de démontrer pourquoi les autres, elles sont fausses. Ok, il faut d'abord bien démontrer pourquoi les autres, elles sont fausses. Et après, une fois que vous avez trouvé la bonne, une fois que vous avez démontré que les autres étaient bien toutes fausses, et vous démontrez pourquoi celle qui reste est vraie. Ok, souvent, c'est plus pratique de faire comme ça. Et je peux vous dire, moi qui ne suis pas très fort en rédaction, c'est vrai que quand je le fais comme ça, c'est plus clair pour moi aussi. Ok, donc c'est pour ça que je vous conseille fortement de le faire ainsi. Ok, voilà. Et donc, tout ça pour dire, n'oubliez pas les disjonctions de cas. Étudiez bien tous les cas. Ok, parce que autant en spécialité, si apparemment au bac ça marche, de ne pas étudier certains cas, ça peut passer. Tout simplement en maths experte, là, ça va faire très mal dans vos copies, ok? Parce que du coup, c'est vos profs qui vous notent en maths experte, c'est pas des profs du bac, quoi. Ok, vous voyez délire. Bien que les profs du bac, bien que même pour le bac, vous voyez, certes, c'est deux profs qui vous corrigent, mais à la base, durant vos contrôles, ce sont vos profs qui vous corrigent. Donc, faites bien les choses clairement et proprement, parce que sinon après, on fait des notes pas ouf. Donc, conclusion. Après étude de tous ces cas-là, on en déduit que tout simplement 8 va diviser P carré moins 1. Et de plus, on a vu précédemment que 3 divise P carré moins 1. Or, P premier est inférieur et supérieur, pardon. P c'est un nombre premier, il est supérieur à 5. Et
3, 8. Premier entre eux. Donc, d'après le corollaire du théorème de Gauss appliqué au nombre premier, donc bien avant, là vous voyez, bon, théorème de Gauss, corollaire de Gauss, ça va dans la même famille. Pour ça, je mettrai quand même ensemble, mais vous voyez le corollaire du théorème de Gauss, on l'a vu pour le chapitre 4 sur PGCD, tout ça. Il fonctionne bien évidemment, il fonctionne dans le cas où on a des nombres qui sont. Donc il fonctionne dans le cas où bah, P n'est pas forcément. P c'est un nombre quelconque, c'est un entier naturel quelconque. Mais dans le cas des nombres premiers, il va encore mieux fonctionner ce corollaire du théorème de Gauss. Donc voilà. Donc d'après le corollaire du théorème de Gauss, donc soit vous mettez le corollaire du théorème de Gauss tout court ou théorème du théorème de Gauss appliqué au nombre premier. Moi je vais mettre d'après le corollaire du théorème de Gauss, ça rend dans la même catégorie. Bah qu'est-ce qui se passe? 3 fois 4, non 3 fois, on a dit 3 fois 8 du coup, va diviser P carré moins 1. Ce qui implique 24 divise P carré moins 1. Et donc ça c'est la conclusion qu'il fallait montrer. Voilà, donc bah c'est tout pour cette vidéo, je n'en dirai pas plus. Donc j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.